Bon, avec JavaScript, on peut faire des choses très variées, pas que du web, pas que de l'appli mobile. On peut aussi faire de la blockchain. En l'occurrence, on va parler d'une blockchain en particulier. Alors moi, je suis Bertrand, je suis architecte et expert chez UNEP. C'est écrit là, partout. Voilà. Et par ailleurs, je m'intéresse aussi à la blockchain et à l'IA. Mais donc là, on va parler blockchain et je fais partie d'une association qui s'appelle Blockchain et Société, qui fait aussi des meet-up. Il y en a un ce soir d'ailleurs, mais je ne suis pas là. Je suis pas là-bas. Je suis ici. Donc on va voir une blockchain en particulier qui s'appelle d'Unitaire, qui a une particularité, elle revoit l'algorithme de Proof of Work de Bitcoin pour essayer qu'il soit moins consommateur en énergie, parce que vous savez certainement que ça bouffe beaucoup. Je vous expliquerai pourquoi dans la présentation. Donc, je vais voir si ça marche le truc. Évidemment, ça ne marche pas. Ah si. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une blockchain? Est-ce que vous savez déjà? Non? Ok. Donc déjà, c'est un réseau pair à pair, un petit peu comme comment ça s'appelle, BitTorrent ou des choses comme ça. Donc à la différence d'un réseau centralisé que vous connaissez du coup comme le web, des choses comme ça. Et du coup, on ne se connecte pas à un serveur ou un cluster de serveurs, on se connecte à des nœuds qui peuvent être répartis un peu partout. Et ce n'est pas toujours les mêmes nœuds qu'on va utiliser. Ça duplique les données. Du coup, c'est décentralisé, d'une part. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'endroit particulier où tout est stocké. C'est stocké dans plein de nœuds différents et c'est pair à pair, c'est-à-dire que les données sont répliquées. Ce qui permet d'assurer la sauvegarde des données et de s'assurer que si jamais il y a un ordinateur qui tombe en panne, tous les autres ils prennent le relais, il n'y a pas de problème. Ou s'il y a un ordinateur où les données sont corrompues ou piratées, les autres ils l'excluent et il n'y a plus de problème. Donc, comme je disais, il y a plusieurs cas de réseaux centralisés que vous connaissez, les sites web, Messenger, le FTP par exemple, mais il y a plein d'autres choses. En décentralisé, donc les emails c'est plus ou moins décentralisé, c'est-à-dire que les boîtes mail sont dans des endroits différents de chez votre fournisseur. Mastodon qui est si je ne me trompe pas, c'est un sorte de Facebook. Ou non, c'est Diaspora qui est de Facebook et Mastodon c'est une sorte de Twitter. Qui sont des versions décentralisées, on va dire, pour, comme les gens aiment bien dire, Web 3.0. Web 3, décentralisé. Et donc en réseau pair à pair, bon, vous connaissez les crypto-monnaies, j'imagine. Donc Bitcoin, Ethereum qui sont connus, on parlera de la G1 ou June, qui est celle qui utilise d'unitaire. Et évidemment, vous connaissez tous, vous avez connu au moins, vous connaissez toujours de quoi regarder des films gratuitement en téléchargeant sur des réseaux comme Torrent ou Emule, et musique aussi. Voilà. Et l'équivalent de YouTube en pair à pair, il y a PeerTube, si vous ne connaissez pas. Voilà, ça c'est juste pour introduire. Donc qu'est-ce que c'est une blockchain? Surtout, c'est avant tout une sorte de base de données, un registre qui est distribué. Donc c'est un registre dans le sens où ça va être comme Git, ça va garder l'historique des données. Et d'ailleurs, Git est très proche du fonctionnement d'une blockchain, à la différence qu'il n'est pas complètement décentralisé ou c'est pas dupliqué partout. Mais dans le principe, les commits ils sont liés les uns aux autres, un peu comme dans une blockchain. Donc c'est une copie, le ledger il est copié sur chaque ordinateur du réseau. Donc chez Bitcoin par exemple, il y en a des millions, voire des milliards, je ne sais plus. Donc ça veut dire que dans chaque ordinateur, il y a l'entièreté des données du registre. Toutes les transactions depuis que le Bitcoin existe, tous les ordinateurs qui sont des nœuds ou les ordinateurs que les mineurs utilisent pour miner, ont l'entièreté de toutes les transactions. Donc ça prend beaucoup d'espace disque aujourd'hui, parce que évidemment ça commence à vieillir Bitcoin. Et du coup, la mise à jour des données, pour s'assurer que toutes les données soient cohérentes, elle se fait par un algorithme qui s'appelle un algorithme de consensus. Dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'ils se mettent tous d'accord via un algorithme, il y en a plusieurs, mais sur qui va enregistrer et vérifier que les données sont cohérentes. Hop, alors,
là, on va voir un peu les ressemblances qu'il y a d'ailleurs avec Git. On voit là, les données, elles sont enregistrées sous forme de blocs. Donc chaque bloc, il contient ce que moi j'appelle des événements, parce que ce n'est pas forcément des transactions financières, hein, ça peut être n'importe quoi. Et ils sont liés les uns aux autres, à chaque fois, de sorte que si on modifie, par exemple, cet événement-là, il faut recalculer le hash de l'événement, le hash de ça, le hash là, et tous les hashes qui suivent. Donc tout est relié les uns avec les autres, ce qui veut dire que c'est très difficile de pirater, de corrompre les données d'une blockchain. Et en plus, c'est dupliqué dans tous les ordinateurs, donc ils se contrôlent les uns les autres. Du coup, c'est sécurisé, vous avez vu un peu pourquoi, hein, c'est complètement haché dans tous les sens. C'est infalsifiable, ou très difficilement falsifiable. En fait, là, en théorie, on peut arriver à falsifier les données en piratant plus de 51% des ordinateurs, les données dans plus de 51% des ordinateurs du réseau. Quand il y en a des millions, bonne chance. On peut toujours essayer. Mais... Et inviolable, pareil, pour la même raison, à part les 51%, globalement, il n'y a pas de technique pour arriver à pirater. Bon, fiable, bon, je me répète un peu là. Donc, la blockchain, elle a deux types qui existent. Les blockchains publiques que vous connaissez, avec Bitcoin, Ethereum ou tous les autres cryptos publics que vous connaissez. Il y a aussi des blockchains semi-privées et des blockchains privées. Donc, typiquement, les banques, ils utilisent Hyperledger, c'est privé. C'est-à-dire qu'ils se gardent les données et les données ne sont pas accessibles pour le grand public. Voilà, et d'unitaire, on dit que c'est semi-public ou semi-privé, vous verrez pourquoi. Donc, un bloc, comme j'ai dit, il y a plein de hashes partout. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un arbre de Merkle. Donc, on parlait des arbres binaires, c'est un arbre binaire. Donc, c'est-à-dire que tous les éléments sont reliés les uns aux autres. Et le hash de ça dépend de ça et ça. Et le hash de ça dépend de ça, 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 ça. Et le hash là dépend de tout ça. Donc, ça veut dire que si vous modifiez la moindre donnée, il faut tout recalculer. C'est pour ça que c'est hyper sécurisé. Donc ça représente un élément du registre, d'accord ? Ça contient des événements donc, organisés en arbre de Merkle, que je viens de dire, donc avec tout qui est relié ensemble. Et donc c'est identifié, le bloc est identifié par un hash unique, ce qui permet de le retrouver très facilement dans l'historique, comme les commits d'ailleurs, les commits ont des hashes. Donc le hash, ça représente le bloc en lui-même, plus son histoire, puisqu'il est lié au bloc précédent. Donc on peut retrouver tout l'historique à partir d'un bloc. Il est calculé par un nœud qu'on appelle mineur dans le cas de Bitcoin, ou forgeur dans les cryptos où on ne rémunère pas les gens qui forgent, ce qui est le cas d'unitaire. Et on utilise des algorithmes de hachage, il y en a plein. Donc là, j'en ai cité quelques-uns que vous connaissez, mais il y en a qui ont été inventés exprès pour les blockchains. Par exemple, Ethereum utilise Etherhash ou un truc comme ça. Du coup, chacun fait sa petite sauce. Que ce soit Bitcoin ou d'unitaire, c'est le SHA 256 qui est utilisé. Donc on n'a pas réinventé la roue sur d'unitaire. Donc comment on met à jour ? Donc on le fait par consensus. Et donc, par exemple, avec un algorithme qui s'appelle la Proof of Work, qui est utilisé par Bitcoin notamment, mais il y en a d'autres. On va comparer après, on va voir les différents principaux, parce qu'il y en a plein. Donc, comment fonctionne la Proof of Work ? Donc, je fais un petit peu un zoom sur la Proof of Work, parce que c'est ce qui est utilisé par d'unitaire et par Bitcoin, mais c'est utilisé aussi par d'unitaire. Donc, ça veut dire qu'en Proof of Work, c'est la preuve de travail. Donc, on doit fournir une preuve qu'on a effectué un travail, d'où le nom. Et donc le travail qui est demandé au nœud, c'est un puzzle cryptographique. Donc on va lui demander de trouver une solution à un problème. On va voir comment ça fonctionne. Et ça sert de deux choses. Ça sert également, en plus de trouver quel est l'ordinateur qui va enregistrer la donnée, ça sert à s'assurer qu'il y a un rythme régulier d'enregistrement des données. En Bitcoin, c'est toutes les 10 minutes, en unitaire, c'est toutes les 5 minutes. Mais toutes les 5 ou 10 minutes, là, en l'occurrence, là, il y a un bloc qui est enregistré. Et donc, on contrôle cette régularité avec la difficulté pour trouver le bon résultat. On va voir comment ça fonctionne. Le puzzle, en Proof of Work classique, on joue sur le nombre de zéros. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver un hash
de blocs, on va dire, voilà, le bloc que tu dois valider, il faut qu'il ait X nombre de zéros, là je ne sais pas combien il y en a, il y en a tellement, je ne sais pas, 16 peut-être, tant que tu ne trouves pas un hash qui a le nombre de zéros demandé, il faut que tu continues, c'est que tu n'as pas trouvé la solution. Donc il y a plusieurs solutions du coup à un même problème. Hein. C'est dès qu'on a trouvé un hash qui vérifie le motif, c'est bon, le bloc peut être enregistré par l'ordinateur qui l'a trouvé. Et du coup, pour faire tester et vérifier, trouver un hash qui est valide, on va faire varier, avancer une variable qui s'appelle un nonce, qui en l'occurrence est un simple compteur. Hein. Ça commence à 0, puis on fait 1, 2, 3, etc. Et juste pour recalculer le hash à chaque fois, on réintroduit ce nonce pour que ça fasse varier le hash. Donc le nonce, comme j'ai dit, ça permet de faire varier le hash, et c'est juste un entier qui est incrémenté. 0, 1, 2, 3, etc. Vous voyez, il n'y a rien de sorcier dans les blockchains, on croit que c'est super compliqué, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Et du coup, les exemples de hash, donc là, il y en avait 18, je n'avais pas compté, mais donc ça, c'est un hash qu'on a aujourd'hui sur la blockchain Bitcoin. Donc il y a 18 zéros. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'ordinateurs sur le réseau que la difficulté, elle a été poussée à un niveau très élevé pour que on ait toujours un bloc toutes les 10 minutes. Et pour ça, il faut que le puzzle soit plus difficile pour que les ordinateurs mettent bien 10 minutes pour trouver la solution, et pas moins. Et dans l'unitaire, on n'a que 5 zéros, on verra pourquoi, c'est beaucoup plus simple. Déjà parce qu'on valide toutes les 5 minutes, mais aussi parce qu'on a un algorithme qui va ajuster en fonction de la puissance des machines pour qu'elles soient un petit peu moins énergivores. Bon, cela dit, ça peut varier. Hein. Si on rajoute des machines sur le réseau, la difficulté va augmenter, hein, que ce soit en Bitcoin ou en unitaire, et inversement, si vous en enlevez, la difficulté elle va diminuer. Les difficultés sont réévaluées régulièrement. L'inconvénient, donc, comme vous devez le savoir en Bitcoin, c'est que ça nécessite une grosse puissance machine pour espérer gagner la récompense, surtout en Bitcoin, vu qu'il y a des mineurs, donc quand ils trouvent la solution pour enregistrer un bloc, ils sont rémunérés. En l'occurrence, ils sont rémunérés, si je ne me trompe pas, 12,5 Bitcoin par bloc validé. Je ne sais pas si vous connaissez le cours du Bitcoin, mais c'est autour de 7-8 000 €. 12,5 fois ça, c'est pas mal. Donc voilà, donc ce qui fait que les gens, ils achètent des grosses machines, ils se disent chouette, je vais gagner plus en mettant une plus grosse machine, du coup il y a une petite course. Donc c'est très énergivore. Si on regarde par rapport à la production moyenne d'un réacteur nucléaire, un réacteur nucléaire ça produit environ 7 TWh par an. La consommation de Bitcoin seul, c'est 31 TWh par an, donc il en faut plusieurs. Et la consommation totale des blockchains publiques par Proof of Work, aujourd'hui, on estime à 46,5 TWh par an. Voilà, donc il faut quelques centrales, quelques réacteurs nucléaires pour faire tourner ce système-là. Hop, j'ai mis la source en bas, mais voilà. Donc il existe d'autres consensus. Donc, heureusement, depuis le temps, les gens ont réfléchi à d'autres consensus en se disant ça consomme beaucoup, il y a peut-être d'autres solutions. Donc on a vu là la Proof of Work classique de Bitcoin qui donc fonctionne par un principe de force brute, puisqu'on teste juste en changeant un nonce et jusqu'à trouver une solution. La sécurité, par contre, a l'avantage d'être très forte, hein, parce que c'est pas facile de... comme il y a des millions d'ordinateurs, c'est très difficile de pirater. La consommation énergétique est très élevée, par contre. Et il y a une course à la récompense en Bitcoin, c'est-à-dire qu'on récompense les mineurs à 12,5 Bitcoin, ce qui fait que ça va favoriser les gens, ça va inciter les gens à prendre des machines de plus en plus rapides pour essayer de gagner la récompense. Donc ça fait un cercle vicieux, c'est-à-dire que plus il y a des gens qui vont mettre des machines puissantes, plus il va falloir, la difficulté va augmenter, plus il faudra des machines puissantes, et donc l'énergie, de plus en plus, il y a plus d'énergie consommée. D'autres solutions ont été envisagées, donc qui sont déjà mises en prod sur certaines blockchains, comme la preuve de détention. Donc là, le principe, c'est qu'on va réserver le calcul à un sous-ensemble d'ordinateurs qui vont avoir un minimum de tokens. Donc token, c'est d'unités de crypto-monnaie, hein, de nombre de Bitcoin, de nombre de Ethereum, tout ça, en réserve, qu'ils n'ont pas le droit de toucher. Et c'est seulement ceux qui ont mis le plus de tokens en réserve
On choisit la quantité, si on veut 20, 30, 100 ordinateurs, et puis on prend que les 100 premiers, par exemple, qui vont pouvoir participer au minage. La sécurité est quand même assez forte, parce qu'on peut quand même ajuster le nombre d'ordinateurs, mais elle est plus faible qu'en Bitcoin, de fait, on exclut un certain nombre d'ordinateurs, on ne garde qu'une partie. La consommation énergétique, par contre, est faible, puisqu'il n'y a plus besoin de faire un jeu. On prend les 100 premiers, puis on fait tourner les uns après les autres, et voilà, on ne s'embête pas à les faire jouer, les faire calculer quelque chose. Et par contre, il y a toujours une course à la récompense, en tout cas dans la plupart des blockchains qui mettent de la proof of stake, ils récompensent les mineurs également comme en Bitcoin. Donc, et l'inconvénient, c'est que plus on a des tokens, plus on a des chances d'être dans les premiers, et donc plus on a des chances de calculer et d'en avoir encore plus. C'est un cercle vertueux pour ceux qui en bénéficient et vicieux pour les autres. La preuve d'autorité, c'est une autre consensus où le principe, c'est qu'on présélectionne, c'est pour ça que on dit autorité, on présélectionne des gens déjà à la base. Du coup, il va y avoir un petit ensemble d'ordinateurs, on va prendre que des gens de confiance. Et du coup, c'est moins sécurisé, ça consomme peu d'énergie, parce que du coup, il n'y a pas beaucoup d'ordi. Et il peut y avoir des récompenses, mais c'est limité à un petit groupe de personnes. Donc voilà, c'est juste un petit ensemble, c'est beaucoup moins réparti. Et en Unitaire, on a créé, la communauté d'Unitaire a créé une variante de la preuve de travail qui s'appelle la preuve de travail à difficulté personnalisée. Donc on va ajuster la difficulté, on va voir comment. Donc ça marche sur le même principe que la preuve de travail, c'est de la force brute, mais on rajoute 2 paramètres, un handicap et un facteur d'exclusion. La sécurité est la même qu'une proof of work classique, en gros, enfin pas tout à fait, mais presque, à 2 tiers autant. Et la consommation énergétique, elle est ajustable, puisqu'on va jouer sur les variables handicap et exclusion pour réduire la consommation énergétique. Il n'y a pas de récompense du tout, on ne rémunère pas les mineurs, du coup c'est pas des mineurs, c'est des forgeurs. Sur Unitaire, c'est pas dans le protocole en tout cas. Donc on va voir comment ça marche. Donc ça se base sur plusieurs principes, notamment ça se base sur un principe de toile de confiance. C'est-à-dire qu'on va certifier les gens pour leur donner le droit de miner. Ils ne peuvent pas miner, ils ne peuvent pas juste allumer un ordi et dire je vais miner. Il faut qu'ils soient certifiés. Donc on va voir comment. Donc pourquoi on a fait ça? Ça permet du coup de les identifier. C'est-à-dire que les gens qui sont certifiés, ils sont identifiés. C'est écrit un tel, il est certifié. Et donc du coup, on peut savoir, on peut identifier chaque nœud. Ce n'est pas des ordinateurs au hasard. Et du coup, comme on peut identifier chaque nœud, on peut leur appliquer spécifiquement à chacun une difficulté différente, en fonction de leur puissance, en fonction de s'ils ont déjà calculé, etc. La participation du coup à la validation des blocs, donc au forgeage, elle est réservée aux membres de la toile de confiance. Les autres, ils ne peuvent pas. Ils seront simplement miroirs. S'ils allument un ordi qui met d'Unitaire, ils auront juste une copie de la blockchain, mais ils ne pourront pas participer à l'enregistrement des données dedans. C'est pour ça qu'on dit que c'est une blockchain semi-privée, puisqu'elle est réservée à un ensemble de personnes et elle n'est pas ouverte à tout le monde, sur du moins l'enregistrement. Là, on peut illustrer justement sur cet écran-là la difficulté personnalisée, c'est-à-dire que vous voyez que il y a 3 ordinateurs là, qui appartiennent à ces personnes-là. On voit que le premier a une difficulté, c'est ça la difficulté, de 88, le deuxième 177 et le dernier 1848. C'est très différent de l'un par rapport aux autres. On va voir pourquoi. Donc pour comprendre pourquoi, il y a plusieurs éléments à introduire. Il y a ce qu'on appelle la fenêtre courante. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le facteur d'exclusion, on en a déjà un peu parlé juste avant, et l'handicap. Alors pourquoi on a besoin d'une fenêtre courante? Alors oui, là je fais un avertissement, il y a un peu de maths. Ça va aller. Donc on a besoin de la fenêtre courante pour déterminer le nombre de membres calculants ayant écrit au moins un bloc sur un sous-ensemble de blocs précédemment. Sans compter le prochain bloc à valider, bien sûr. Donc, à chaque fois qu'il y a un nouveau bloc, on va réévaluer cette fenêtre en fonction de s'il y a des nouveaux ordinateurs qui ont été se connecter au réseau ou pas. Ou s'il y en a qui ont été éteints.
Et donc, bon, vite fait, là, c'est le code. Vous voyez, il y a un petit peu de JavaScript. Le code qui évalue la fenêtre courante, je ne vais pas le détailler parce que c'est pas, ça prendrait. C'est pas, il y a une explication dans le protocole qui explique pourquoi ils ont fait comme ça, mais en gros, on augmente ou on diminue en fonction de s'il y a des nouveaux ordis ou pas des nouveaux ordis. Grâce à cette fenêtre courante, on va pouvoir évaluer comment les membres qui ont récemment validé et aussi combien de blocs ont été validés par les ordinateurs, un à chacun, dans la fenêtre de blocs qui a été déterminée avant. Donc d'abord on va voir le facteur d'exclusion qui a un but particulier, c'est d'exclure les membres qui viennent de valider un bloc. C'est-à-dire toi tu viens d'enregistrer un bloc, tu vas attendre ton tour un petit peu avant de pouvoir en enregistrer de nouveau un, histoire de laisser d'autres ordinateurs enregistrer également, parce que ce ne sont pas toujours les mêmes qui enregistrent. Donc pour ça, on va faire grimper leur difficulté. Donc c'est là où il y a un peu de maths, mais bon voilà. Donc on calcule le facteur d'exclusion, donc on va voir comment ça marche. Mais en gros, ça c'est la difficulté commune, on va dire c'est la difficulté minimum. Et après, on va prendre 0,67, donc 2 tiers du nombre de nœuds calculants divisé par 1 plus le nombre de blocs validés par les autres nœuds. Donc ça veut dire, bon, on ne va pas détailler les maths, ça veut dire qu'on va exclure en gros à tout temps environ 1 tiers du réseau du calcul. Histoire de dire, vous venez d'enregistrer un bloc, et environ à tout temps 1 tiers de ces gens-là qui viennent d'enregistrer un bloc ou ont récemment enregistré un bloc, qui ne vont pas calculer. Donc ça fonctionne comme ça, hein. Là il y a un bout de code. Pour vérifier s'il est exclu ou pas, on regarde si sa difficulté personnalisée est supérieure à la difficulté minimum plus un facteur qu'on a défini dans la configuration. Je crois que c'est à 64 à l'heure actuelle. Si c'est le cas, on envoie une exception pour lui dire « t'attends ». Waiting for other members to write next block. T'attends que d'autres écrivent des blocs. Et tu participeras au jeu plus tard. L'autre élément qui permet de jouer sur la consommation énergétique, c'est on va donner un handicap aux machines puissantes, afin de laisser la chance aux machines moins performantes. Pour ça, encore des maths, mais bon. En gros, surtout, ce qui est important, c'est de voir qu'on a le nombre de blocs qui ont été validés par l'ordinateur dans la fenêtre courante, donc la fameuse fenêtre courante, par X blocs précédent bloc, divisé par la médiane, en gros, des autres ordinateurs, plus un logarithme. Ça, c'est pour lisser un peu. Et du coup, voilà, donc le plus important, c'est ça, c'est le fait qu'on compare, en fait, combien de blocs a été validé par l'ordinateur par rapport aux autres, en gros. Et le logarithme pour lisser, j'ai mis la fonction que vous voyez. Et du coup, ça permet de, si jamais il en a fait beaucoup plus que les autres, que la médiane, il va être exclu, enfin il va avoir un handicap qui va lui faire qu'il va avoir une difficulté très élevée, qui va potentiellement l'exclure ou pas, mais même si ça ne l'exclut pas, il aura une difficulté beaucoup plus élevée que les autres, il va le mettre sur un pied plus d'égalité par rapport aux ordinateurs moins performants. Il y a une autre contrainte qui a été introduite juste pour régler plus finement la difficulté, on ne va pas rentrer trop tôt dans le détail, mais en plus du nombre de zéros, comme on a vu que fait Bitcoin, on a le caractère qui suit. Donc on a par exemple, on dit 6 zéros plus le caractère suivant, il doit être A, B, C, je ne sais pas. Et du coup, ça permet de donner un petit peu plus de précision sur le motif à respecter. C'est un nombre de zéros plus un caractère. Bon, ça juste pour montrer comment une blockchain vérifie qu'une preuve de travail est bonne. C'est-à-dire qu'il va juste regarder le nombre de zéros, plus moi il y a le caractère en unitaire. Et si c'est le cas, donc si le nombre de zéros est bon et que le caractère est OK, il dit OK, c'est bon, ça marche. Tu peux enregistrer le bloc. Là on voit en haut le calcul des hashes. Donc on voit le inner hash, c'est vraiment le hash des données du bloc. Le nonce qui est introduit pour le faire varier. Et ensuite le hash final qui contient donc le inner hash, le nonce et la signature électronique sous forme de clé publique du nœud qui a calculé, qui a validé.
Comme ça, on sait à chaque fois, à tout moment, dans un bloc, quel est l'ordinateur qui a enregistré le bloc. C'est écrit, il y a la signature dedans. Donc pourquoi c'est moins énergivore? Donc bon, là il y a la formule complète de ce qu'on appelle la difficulté personnalisée. Donc on voit qu'on prend le maximum entre la difficulté minimale et la difficulté minimale multipliée par le facteur d'exclusion plus le handicap qui était calculé avant. Pourquoi c'est moins énergivore? Parce que d'une part on a vu que sur le facteur d'exclusion on exclut environ un tiers du réseau. Donc on a au moins un tiers des ordinateurs qui font rien, qui consomment très peu d'énergie. Ils sont comme votre ordi quand vous ne faites rien, là, il ne consomme rien. Vous pouvez voir sur l'effet sur votre batterie, hein, vous avez une autonomie de fou quand vous ne faites rien. Et d'autre part, on favorise les machines les moins énergivores en handicapant les ordinateurs puissants. Et de fait, sur d'unitaire, un petit Raspberry Pi 3 arrive à valider environ un bloc tous les 2-3 jours aujourd'hui. Parce que essayez de faire ça sur Bitcoin avec un petit Raspberry, vous pouvez toujours attendre, vous n'aurez jamais un bloc de validé. Vous pouvez toujours attendre d'avoir vos 12,5 Bitcoin, ils n'y arriveront jamais. Mais bon. Voilà. Il y a aussi un autre élément qui fait que c'est moins énergivore, c'est que comme on ne récompense pas, nous, les gens, ils ont moins envie de dire on va mettre des grosses machines très chères, très puissantes, parce que derrière, moi je ne récupère pas de retour sur investissement, je n'ai pas d'argent qui m'est versé pour mon travail. Donc c'est du bénévolat, si on veut, c'est juste les gens qui veulent aider au système, au fonctionnement du système. En bénévolat, il y a un système de dons quand même pour ceux qui souhaitent donner de l'argent à ces gens-là, mais c'est que du don, c'est pas, on ne donne pas systématiquement. Alors du coup, on se demande, mais là on va parler un peu économie, mais parce que dans le Bitcoin, les nouveaux Bitcoins, ils sont créés à chaque fois qu'il y a un bloc qui est validé sous forme de la récompense. C'est-à-dire que les 12,5 Bitcoins qu'on donne aux gens, c'est 12,5 nouveaux Bitcoins qui n'existaient pas avant. Là, dans l'unitaire, vu qu'on ne récompense pas, on ne crée pas comme ça. Donc on a une création monétaire qui se fait tous les jours. Du coup, il n'y a pas de course au mining, parce que du coup, les gens ils ne cherchent pas à miner des bitcoins, enfin des cryptos. Et si on regarde bien, aujourd'hui, avec d'unitaire, la consommation en moyenne d'un nœud est de 60 watts, parce que les gens ne mettent pas des grosses machines, ils mettent des Core i3, des Core i5 ou des Raspberry. Donc ça, j'ai fait une moyenne. Et il y a environ une centaine de nœuds aujourd'hui dans le réseau. Il n'y a pas besoin, contrairement à ce qu'on croit, d'avoir des millions de nœuds pour que ça soit sécurisé. C'est mieux, parce que, évidemment, quand vous en avez beaucoup, les 51% sont plus difficiles à atteindre. Mais déjà, quand vous avez des centaines de nœuds, arriver à pirater des centaines d'ordinateurs, la moitié de 51% des centaines d'ordinateurs, c'est déjà compliqué. Donc ça reste déjà très sécurisé avec des centaines d'ordinateurs. Et comme on l'a rappelé, même si on prend l'ensemble des 100 nœuds, il y a seulement 2 tiers qui calculent à tout moment, donc tous ne consomment pas les 60 watts tout le temps. Aujourd'hui, on évalue à peu près, avec la taille du réseau aujourd'hui, que la consommation moyenne de la blockchain sur d'unitaire est de 35,2 mégawatts. Et pour comparer au Bitcoin qui se mesure en terawatts, c'est 0,0000352 terawatts. Donc là, vous pouvez... il n'y a pas besoin d'une centrale nucléaire, hein, ça fonctionne avec beaucoup moins. Voilà. Maintenant, on va me demander certainement qu'est-ce qu'on fait avec cette blockchain. Alors, on peut faire n'importe quoi. Hein. En l'occurrence, aujourd'hui, il y a une application pratique, mais c'est open source, on peut l'installer et faire autre chose. Et l'application pratique, c'est évidemment une crypto-monnaie. Je dis évidemment parce que c'est la plus logique, même si on peut faire des tas d'autres choses. Et cette crypto-monnaie s'appelle la June. Et elle a une particularité en plus du fait qu'on ne rémunère pas les mineurs, c'est qu'elle n'est pas achetable en euros. Il n'y a pas de place de marché, il n'y a pas d'exchange, comme on dit. Donc, pour en avoir, il faut soit travailler, soit vendre quelque chose, soit être membre. Parce que quand on est membre, on touche une part de la création monétaire. Comme je disais qu'on fait de la création monétaire tous les jours, on verse à part égale à tout le monde. C'est une sorte de revenu universel, on appelle ça un dividende universel. Et du coup, on en a toujours un petit peu. Donc c'est ce qu'ils appellent ici le DU, dividende universel. Aujourd'hui, il y a 2529, non, il y en a plus maintenant, 2550
Utilisateurs membres donc, qui soit ont le droit du coup de calculer s'ils ont envie, mais ils ne sont pas obligés. Mais en tout cas, ils ont le droit à la création monétaire. Ils ont le droit au dividende universel. À partir du moment où on est membre, on a le droit. Et donc, c'est la première crypto basée sur cette blockchain. Ouais. Il y en aura peut-être d'autres. Et aujourd'hui, il y a plus de 2500 membres, 2550, en presque 3 ans maintenant. Au mois de mars, ça fera 3 ans. L'avantage par rapport aux cryptos classiques, c'est que d'une part, elle n'a pas seulement été élaborée du genre je lance la crypto, je me mets mes petites règles de façon empirique, je vais voir ce que ça donne. Il y a eu une théorie scientifique qui a été élaborée avant même que ça existe. En fait, c'est une application de cette théorie qui s'appelle la théorie relative de la monnaie, qui est une théorie économique et mathématique, parce que c'est fait par un mathématicien. Donc, et ces règles, elles sont appliquées par la blockchain directement. Et en plus, du coup, comme elle n'est pas, on ne peut pas l'acheter ni la vendre directement, les gens vont plutôt l'utiliser directement, sans essayer de la convertir en euros ou inversement. Et donc, ils l'utilisent comme monnaie d'échange, comme n'importe quelle monnaie qui se respecte normalement, parce qu'une monnaie, ça sert normalement à servir d'intermédiaire d'échange. Et du coup, on peut s'acheter des trucs. Donc là, il y a des, vous voyez, des petites annonces, c'est une sorte de Le Bon Coin de la June. Et c'est partout en France, vous pouvez acheter, il y a même des événements qui sont organisés. Hop. Et donc si vous voulez en savoir plus, donc sur la partie technique, donc c'est le site du logiciel qui s'appelle dunitaire.org, c'est tout open source, libre, tout ce que vous voulez. Et là, la documentation sur le détail de comment fonctionne la preuve de travail à difficulté personnalisée en version vulgarisée sur le wiki. Et le protocole, qui est en version 11 aujourd'hui, qui vraiment détaille toutes les règles de gestion pour comprendre comment ça fonctionne. Avec ça, en gros, vous pouvez, si vous voulez, vous prenez ça, vous pouvez implémenter votre blockchain d'unitaire de A à Z, si vous avez envie. C'est hyper bien spécifié. Ce n'est pas toujours le cas dans les projets informatiques. Là, les specs, elles sont carrées. Et du coup, si vous voulez voir plus sur la monnaie, la June, donc il y a monnaie-libre.fr. Alors ils l'appellent monnaie libre parce que c'est des libristes, donc pour eux c'est la version monétaire du logiciel libre, si on peut dire ça comme ça. C'est y compris inclus dans la théorie relative de la monnaie, il y a des libertés, ils appellent ça des libertés économiques, comme il y a les libertés du logiciel libre. Voilà, donc c'est très calqué sur le principe du logiciel libre. Et J'échange, qui est le site qu'on a vu tout à l'heure avec les petites annonces. Pour rencontrer des gens et discuter, donc vous pouvez aller soit sur le forum, ça c'est le forum grand public pour parler de la monnaie. Ça c'est le forum technique, donc là les gens ils sont intéressés pour trouver des développeurs qui veulent participer, corriger des bugs, améliorer. Donc il y a plusieurs projets, il y a le projet d'unitaire actuel qui est fait en Node.js, en TypeScript. Et il y a une réécriture en cours par un des membres de la communauté et puis un petit groupement de personnes qui réécrivent tout en Rust. Donc, parce que c'est plus performant, c'est plus sécurisé, c'est mieux. Du coup, l'objectif d'ailleurs de la réécriture en Rust, c'est encore économiser en énergie pour que à l'exécution soit plus performant et que ça consomme moins. Et à Nantes, il y a un meet-up. Un groupe meet-up pour parler de monnaie libre, moins technique, plutôt la partie usage concret, qui organise tous les mois des apéros, qu'on boit des coups. C'est pas juste, voilà, c'est pas juste pour discuter de monnaie libre ou acheter des trucs, on boit des coups aussi. Il faut allier l'agréable, l'utile à l'agréable. Voilà. Donc, c'est moi, c'est écrit. Donc voilà, j'ai rappelé que je suis chez UNEP, que je fais partie de Blockchain et Société, mon GitHub et tout le tralala. Et est-ce que vous avez des questions? Ah, Denis. L'objectif c'était d'avoir une blockchain écolo. On a vu qu'il y avait des règles justement avec des handicaps et des choses comme ça pour défavoriser les machines les plus puissantes. Est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt une gestion autrement sous forme de blacklistée, quoi? C'est-à-dire qu'on pourrait calculer la puissance d'une machine en termes d'opération en virgule flottante, peu importe le nombre de cœurs par rapport à la fréquence, etc.
et se dire ok, cette machine elle est trop puissante, donc elle consomme trop, et donc je n'en veux pas dans ma blockchain, et donc peut-être qu'à la fin je termine qu'avec des Raspberry, mais je ne consomme pas des terawatts. Alors, il se trouve que c'est pas figé dans le marbre, hein, l'algorithme de consensus, et qu'il y a des sujets sur le forum technique en particulier où ils discutent d'amélioration, et je crois qu'ils parlent justement de ce genre de système d'exclusion, enfin de bannissement même carrément. Mais voilà, c'est en constante évolution, c'est open source, donc si vous avez des idées à suggérer, n'hésitez pas. Bon, après les gens, il faut essayer de réfléchir quand même un petit peu avant de suggérer des idées parce qu'ils sont assez, comment dire, directs quand ils trouvent que votre idée est pas bonne. Voilà. Donc voilà, il faut pas arriver à dire j'ai l'idée du siècle, c'est génial. Non, non, il faut garder, voilà, ils ont des esprits critiques, ils vont vous critiquer, il faut être prêt à recevoir les critiques. Et bon, après c'est... Mais ils sont ouverts aux suggestions, donc si vous voulez proposer des suggestions comme celle-là, il n'y a pas de problème. C'est sur le forum, forum.unitaire.org, vous pouvez le faire. D'autres questions ? Bon, en termes d'utilisation, je pense qu'à long terme, il y aura des commerçants qui vont utiliser ça, ou c'est vraiment alors, le bon point en commerçant, il y en a un. C'est toi, c'est ça ? C'est pas moi. Ah oui, j'ai pas internet. C'est un peu con pour montrer, mais il y en a un qui est un restaurant qui s'appelle l'Etrium, qui est pas très loin des 50 otages. Je ne sais pas vous situer exactement, mais vous cherchez l'Etrium. C'est un très bon restaurant. Il n'est pas très grand, mais très bonne qualité. Ils autorisent l'achat, enfin le paiement en monnaie libre seulement la semaine et le midi. Donc c'est avec les formules du midi. Donc c'est 14 € entrée plat ou 16 € entrée plat dessert. Ça fait en monnaie libre, ça fait 14 dividendes universels ou 16 dividendes universels. Attends, je veux savoir, parce que là, comment tu mets une valeur en unitaire sur un objet, sachant qu'il n'y a pas de cours vers le haut? Alors, je te pose une question. Comment tu mets une valeur sur un objet? C'est le marché qui décide. Exact. Dans le monde dans lequel on vit. Ben, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un marché qui est petit, hein, certes. Ouais. Donc, tu vas pouvoir avoir facilement les valeurs. Tu vois, quand tu veux évaluer ce que tu vas vendre sur le Bon Coin, tu vas regarder les prix que les autres mettent pour te faire une idée. Là, c'est pareil. Donc là, l'inconvénient, juste, c'est que comme il n'y a pas beaucoup de monde, il va y avoir des objets qui sont rares, et du coup, tu ne vas pas pouvoir avoir beaucoup de références. Mais si tu prends un objet qui est souvent vendu, je ne sais pas, du miel ou je ne sais pas quoi, des trucs... et là, tu vas en trouver pas mal et tu vas pouvoir avoir des références et te faire une idée. Après, c'est l'offre et la demande. Et évidemment, si toi, tu proposes un objet qui est pas souvent proposé, tu peux forcément le vendre plus cher parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence. Mais oui, c'est les mêmes règles qu'une économie classique. Donc voilà. Sinon, ce n'est pas d'autres questions.